Mais alors comment l'organisme encaisse-t-il la pollution? Il encaisse mal. Alors évidemment, il y a des susceptibilité particulières, donc tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Mais je vous rappelle qu'il est quand même assez ahurissant de dire à des enfants qui ont ces pics d'ozone qu'on a depuis des années, et puis ça va continuer, de dire « Ah ben non, ne sortez pas, n'allez pas marcher, n'allez pas faire du sport ». Qu'on le dise aux enfants des écoles ou aux patients déjà atteints. Donc si vous voulez, l'organisme, le principe qui consiste à dire eh bien l'organisme s'adapte à tout, ben oui, il s'adapte à tout en créant des maladies. Donc que ce soit une exacerbation des maladies respiratoires ou le déclenchement de maladies cardiovasculaires. L'ozone est là aussi emblématique. La seule mesure qu'on nous propose quand le taux arrive donc à 180 microgrammes, c'est la réduction de vitesse de 30 km/h des voitures. Oui. Et là, il y a une étude agréée par le ministère de l'Environnement qui démontre que cette réduction de vitesse n'a qu'un effet négligeable sur la réduction des pics d'ozone. Et ça fait des années que le préfet nous propose cette mesure. Quand vous arrivez au stade dessus, enfin, il y a des mesures de réduction des émissions industrielles. Et il peut y avoir, mais dans des taux qui sont vraiment trop élevés, bien trop élevés pour ne pas avoir été plus tôt, c'est la circulation alternée, qui devrait toucher les diesels, que ce sont les diesels. Donc dans un premier temps, réduction de vitesse de 30 km/h, ça ne sert à rien. Dans un deuxième temps, où vraiment la pollution est très très importante, trop importante déjà, réduction des émissions industrielles et circulation alternée. Donc vous voyez que d'emblée, l'aspect sanitaire de la première mesure à prendre pour protéger les populations en termes de santé, elle n'est pas prise. En fait, c'est une mauvaise mesure qui est prise. Alors, elle peut être bonne pour les accidents de la route, parce que moi, je suis quelqu'un qui conduit doucement. Mais pour quelle elle n'est pas prise correctement? Il me semble que si vous proposez la circulation alternée, il va y avoir un remue-ménage des gens qui n'ont pas l'habitude de circuler autrement qu'en voiture. Pas l'habitude, pas forcément parce qu'ils n'aient pas la volonté d'avoir un mode de transport alternatif, mais parce que souvent, il n'y a pas l'offre nécessaire de transport alternatif, que ce soit le covoiturage. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où est organisé un covoiturage. Sur les transports ferroviaires, alors là, je suis à la région, donc mon vice-président est dans mon groupe, donc il y a un gros effort qui a été fait sur la région, puisqu'il y a une fréquentation qui augmente de 10% en plus sur les TER, mais là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Les liaisons, trains, cars, enfin, les zones multimodales qui permettent de passer d'un transport à un autre ne sont pas encore suffisamment avancées. Donc il y a un aspect économique et un aspect, j'allais dire, d'acceptation sociale pour pouvoir passer à un autre mode qui n'est pas encore au point. Voilà. Mais sur la réduction d'émissions des industriels, c'est évidemment un aspect économique. Donc on préfère dire, réduisez votre vitesse, ça sert, je vous l'ai dit, le rapport dit c'est négligeable, donc ça n'est pas la bonne mesure. Et donc, écoutez, la santé, moi je suis ahuri de dire aux enfants, ne sortez pas aujourd'hui, n'allez pas faire du sport aujourd'hui dans notre région, ça dure depuis 15 ans et ça continue. Est-ce que très concrètement, on pourrait revenir sur les conséquences sur la santé? Quelles sont les affections qu'on peut développer à cause de cette pollution? Et celles que vous constatez en tout cas dans vos consultations. Donc les conséquences sur la santé, je veux dire deux grandes conséquences de la pollution atmosphérique. Parce que j'aimerais bien vous parler par exemple de la pollution au bruit aussi. Ouais. Mais ça, on va en parler à la fin. On en parle à la fin. Donc sur la pollution atmosphérique, deux grandes conséquences, cardiovasculaires et respiratoires. Cardiovasculaire, c'est en fonction de l'augmentation du taux des microparticules, de 15 à 30% de maladies cardiovasculaires en plus, c'est-à-dire plus d'angine de poitrine, de coronaropathie, plus d'infarctus du myocarde. Vous savez qu'il y a entre 2 et 3 fois plus d'infarctus du myocarde les jours de forte pollution. À cause de ces microparticules qui vont pénétrer dans l'organisme, pénétrer dans le sang. Elles sont tellement petites qu'elles pénètrent dans le sang, elles provoquent une réaction inflammatoire qui elle-même provoque une réaction des facteurs de thrombose, c'est-à-dire de fabrication de caillots dans l'organisme. Donc à court terme, en cas de forte pollution, plus d'infarctus du myocarde. Ça a été démontré par deux grandes études, une française et une allemande, absolument claires. Donc je dis toujours, on ne fait pas de jogging sur l'autoroute. Vous voyez, s'il y a vraiment un endroit où il ne faut pas aller, c'est dans les zones de grande circulation, faire son sport, parce que déjà le sport c'est un élément à risque. Et si vous le faites dans une polluée partout, alors comment faire? Et donc il faut absolument trouver à la fois des zones où la pollution va se diluer, c'est des zones vertes, des zones piétonnes, et puis bien sûr organiser des systèmes de transport
qui soit beaucoup plus performant. Je crois que sur Aix, il y a un taux de 1,1 utilisation de passagers par voiture. C'est-à-dire par voiture, il y a 1,1 passagers. Donc forcément, c'est beaucoup de pollution. Voilà. Et plus de 2 voitures par foyer. Et plus de 2 voitures par foyer. Donc il y a vraiment une réorganisation totale à la fois des modes de transport, mais surtout de l'urbanisme. Tant que vous favoriserez l'étalement urbain et sans avoir prévu à la fois des commerces de proximité et des transports suffisamment propres pour amener les gens, par exemple, au centre-ville, vous aurez tout faux. Donc lutter contre l'urbanisme, c'est très important. Avec lutter contre l'étalement urbain, maintenir des commerces de proximité qui évitent aux gens de se déplacer et des transports doux, des transports alternatifs qui soient absolument mis en place. Comme conséquence, on a donc bien parlé des maladies cardiovasculaires. Pouvez-vous revenir sur la partie respiratoire? La partie respiratoire, ça paraît le plus évident et ça arrive à peu près à égalité avec les maladies cardiovasculaires, qui sont négligées par contre. Bon, grande étude qui s'appelle Isaac montrait que chez l'enfant, dans les villes polluées, alors dans cette étude il y avait Marseille, il n'y avait pas Aix, mais il y avait Marseille, qui a à peu près un taux relativement similaire, il y a 2 fois plus d'asthme chez l'enfant. 2 fois plus d'asthme chez l'enfant dans les villes polluées. C'est absolument incroyable. S'il y a globalement 10% d'enfants asthmatiques, ben là, vous voyez, il y en a 15%. C'est absolument énorme. Encore mieux, 2 fois plus d'asthme à l'effort. Donc c'est 100%. Donc on passe de 10% d'asthmatiques classiques à 15% d'enfants dans les villes polluées, à 20% d'enfants asthmatiques à l'effort. Et en fait, 3 fois plus d'allergies, à cause justement de ces facteurs irritatifs des oxydes d'azote et des particules. Donc chez l'enfant, les conséquences incroyables, avec, sur le plan économique, bon, des consultations en plus, des parents qui sont obligés de s'arrêter pour garder leurs enfants qui ont déclenché des crises. Donc chez l'enfant, plus d'asthme dans les villes polluées. Chez les patients les plus fragiles, c'est eux qui vont être le plus impactés. Donc les personnes âgées, évidemment, et les personnes qui ont déjà une pathologie respiratoire, de l'asthme, de la bronchite chronique, de l'insuffisance respiratoire. Donc là, une aggravation de ces pathologies en cas de pollution plus importante, plus d'hospitalisation, plus de décès. Donc il y a un coût économique aussi. Il y a un coût économique considérable. Et c'est pour ça que lutter contre la pollution atmosphérique, c'est vraiment un acte de santé publique. Lutter pour un urbanisme meilleur pour des transports doux, c'est un acte de santé publique. Et c'est un des facteurs de risque, notamment au niveau cardiaque. Vous savez, bon, je suis cardiologue, donc je reviens dessus. On vous dit, vous fumez, vous mangez mal, vous êtes gros, vous ne faites pas assez d'exercice, vous avez du cholestérol, du diabète, de la tension. Mais un des facteurs de risque sur lequel on peut influer, qui représente une cause considérable, 15 à 30% de plus de maladies cardiovasculaires, c'est la pollution atmosphérique. Donc ça doit être considéré comme un des facteurs de risque. Et quand vous interrogez un patient pour lui poser ces fameuses questions, monsieur, vous êtes vraiment lamentable, vous fumez et vous buvez, etc., vous dire, où est-ce que vous habitez? Quel est votre métier? Est-ce que vous travaillez par exemple sur un péage d'autoroute? Oui. Non seulement il y avait plus de problèmes respiratoires et cardiaques, mais il y a plus de cancers aussi. Parce que pensez bien que dans la pollution rejetée par les véhicules, il y a des produits cancérigènes, des hydrocarbures aromatiques, du benzène, etc. Donc le lieu de travail, le lieu d'habitation, c'est extrêmement important. J'avais été frappé par l'étude Isaac qui me démontrait qu'il y avait plus d'asthme chez l'enfant, c'est-à-dire que la conclusion de cette étude, qui était une étude de l'INSERM, c'était il ne faut plus mettre à côté des grands axes de circulation les zones d'habitation et les zones de travail. Il faut vraiment séparer les zones de circulation, parce que bon, il y en aura toujours, hein, ça, on ne va pas arrêter l'autoroute A8 qui passe devant Aix, mais il faut vraiment ne plus construire des zones d'habitation et des zones de travail à côté de ces grands axes routiers. Qu'en est-il en matière de cancérologie ? Alors les cancers, c'est un drame, une épidémie nationale. En 1980, il y avait 170 000 nouveaux cas de cancer par an. 170 000 en 1980. 30 ans après, il y en a 356 000 nouveaux cas. Donc le double. Le double. En 30 ans, on a doublé le nombre de cas de cancer. Alors bien sûr, on peut dire qu'on dépiste un peu mieux. Bien sûr, on peut dire qu'on vieillit. Mais vieillir, ça ne veut pas dire expliquer pourquoi vous avez un cancer. Ce qui m'a frappé, c'est que 85% des cancers du non-fumeur, bon, alors bien sûr, le tabac, c'est plein de produits cancérigènes qui sont générés par la combustion. Donc vous absorbez plein de produits cancérigènes, des métaux lourds, des hydrocarbures, du benzène, des produits radioactifs même, et vous pouvez fabriquer un cancer. 85% des cancers du non-fumeur ne sont pas expliqués. Ce qui veut dire que même si vous vieillissez, vous n'avez pas l'explication au cancer. Donc, une véritable épidémie.
Alors, quelle est la part de l'environnement? Et même chez les plus jeunes maintenant. Hein, ça... Alors, chez l'enfant, il y aurait une augmentation à peu près de 1%. Ouais. Mais chez les gens qui ont 40, 30, 40 ans on assiste à un abaissement de l'âge du cancer. Bien sûr, plus vous allez vieillir, plus vous allez voir, bien qu'on n'ait pas l'explication, mais vous avez un abaissement. Vous avez des femmes qui ont des cancers du sein à 25 ans, qui ne sont pas expliqués par des facteurs génétiques, par exemple. Ce qui ne se passait pas tellement avant, donc, en 1980. En tout cas, plus de 2 fois plus de cancers. Donc, quelle est l'influence dans l'environnement? C'est là la question. Alors, il y a eu un gros débat entre l'Académie de médecine qui disait non, il n'y a que 0,5% d'influence de l'environnement. D'autres qui disent qu'il y a 80%. Le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire que vous êtes entouré de produits cancérigènes, que vous les accumulez. On est une véritable usine à toxiques. Hein. Il faut avoir un foie en bonne santé parce que le foie détoxique l'organisme. Et ça commence, en fait, quand vous êtes dans le ventre de votre mère. Parce que votre mère vous transmet plusieurs centaines de produits toxiques. Déjà, avant de naître, on est vraiment une usine à produits toxiques. Donc, nous, on pense que cette accumulation fait que l'organisme se défend moins bien. C'est comme un iceberg, vous avez l'état d'agression, et puis à ce moment donné, il y a l'agression de trop, qui peut être l'exposition à certains produits, ou un stress, ou plein de choses, et à ce moment-là, le cancer se déclenche. Vous avez 95% de cellules cancéreuses, si vous prenez vous comme moi, dans la thyroïde, 95% des cellules cancéreuses, mais elles ne vont pas s'exprimer. Elles vont être éliminées, elles vont être détruites. Donc, ces facteurs de protection sont perturbés par toutes ces agressions et à un moment donné, ça se déclenche. Pareil pour la prostate. Chez les hommes, quasiment tout le monde a des cellules cancérigènes dans la prostate, mais il ne va pas se développer. Alors après, vous pouvez avoir des facteurs... Donc, si on va favoriser le développement? Elle va agresser l'organisme, et puis chez certaines personnes, pourquoi certaines et pas d'autres, ça, on peut penser qu'il y a des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des facteurs personnels qui font que l'organisme va pouvoir se défendre sur tel produit et sur un autre produit ne va pas pouvoir se défendre et le produit va trouver matière à favoriser la prolifération, le développement d'un cancer. Puis vous avez aussi ces effets cocktails. Des effets cocktails qui peuvent s'annihiler, mais ça on sait très peu de choses. Vous pouvez avoir très bien 2 produits toxiques qui s'annihilent chez un individu et au contraire chez un autre individu, ça va faire une explosion du risque parce qu'au contraire ils vont augmenter le risque. Donc c'est une grande complexité. Savoir que tel ou tel produit chez tel ou tel individu va provoquer un cancer, c'est difficile parce qu'il y a des effets cocktails qui s'inhibent, des effets cocktails qui se potentialisent, et puis il y a ce fameux polymorphisme qui fait que vous allez vous défendre sur un produit, un cocktail produit, et qu'un autre ne va pas pouvoir se défendre et au contraire va être attaqué. Donc c'est une grande complexité. En tout cas, nous ce qu'on dit, c'est que tous ces produits sont avérés, cancérigènes, toxiques. Quand vous pouvez les supprimer, vous les supprimez. Les microparticules, on sait que c'est toxique, à la fois pour le cœur, à la fois pour les poumons, et que ça véhicule les produits cancérigènes, c'est un peu le cheval de Troie. Sur les particules se fixent les produits toxiques, notamment cancérigènes, vous les absorbez, ils pénètrent dans votre organisme. Vous réduisez l'influence de ces microparticules en diminuant la pollution atmosphérique, vous réduisez les maladies cardiovasculaires, vous réduisez les maladies respiratoires et vous réduisez le risque cancérigène.